Merci à tous et à toutes d'être là. Donc, en effet, je vais vous parler de ce dernier livre qui s'intitule Pané de la dernière pluie et qui parle du fait que les gens sont moins crédules que ce qu'on pense. Je vais commencer par vous exposer la vision à laquelle je vais m'opposer au cours de cette présentation et qui est peut-être le mieux encapsulée par cette citation du philosophe américain Jason Brennan, qui a écrit que les êtres humains sont excessivement déférents à l'autorité, qu'ils s'abaissent devant l'opinion uniforme, qu'ils sont influencés non pas tant par la raison que par le désir d'appartenance, par l'attrait émotionnel et par le sex appeal. Donc cette idée, qui est très répandue en fait, que ce soit chez les intellectuels ou dans la population plus générale, selon laquelle les gens seraient faciles à influencer, que les gens sont influencés non seulement facilement, mais aussi par de mauvais indices en fait. Est-ce que les gens sont attirants ou pas? Est-ce que les gens comme ça s'expriment de manière confiante, plutôt que par des facteurs plus rationnels. Et une autre chose à laquelle je vais m'opposer, les deux vont vraiment ensemble, c'est une citation pas vraiment de Voltaire, en fait, plus du traducteur de Voltaire, mais qui l'avait bien tourné. Celui qui peut vous faire croire à des absurdités peut vous faire commettre des atrocités. Donc là, c'est un petit peu le deuxième morceau du message négatif, en fait, dans le sens où non seulement on peut faire facilement croire aux gens un peu ce qu'on veut, mais en plus, sur la base de ces croyances fausses qu'on a réussi à transmettre, on peut réussir ensuite à faire commettre des actes graves, des actes coûteux aux personnes qu'on a réussi à influencer. Voilà, c'est cette vision assez générale comme ça de la façon dont fonctionne la communication à grande échelle que je vais m'opposer. En gros, il y a trois grandes idées auxquelles je vais m'opposer. La première, pardon, c'est que les gens sont faciles à persuader, même en masse, même quand on peut essayer de convaincre comme ça un pays entier. Que si les gens sont faciles à persuader, c'est parce qu'ils sont incapables de juger qui croire et ce qu'il faut croire, que les gens juste sont crédules ou manquent de discernement de manière plus générale, et que ce manque de discernement a des conséquences dramatiques, car les gens accepteraient des croyances sur la base desquelles ils s'engageraient dans des actions particulièrement coûteuses pour eux ou pour les autres. Donc voilà, c'est à ça que je vais m'opposer pendant cette présentation. Donc, je vais commencer par m'opposer donc au premier point, qui est que les gens sont faciles à persuader, même en masse. Et pour ça, je vais prendre trois exemples parmi d'autres, mais qui sont les plus parlants ou les mieux documentés. Le premier est celui de la propagande dans un régime autoritaire, avant de le tourner vers les campagnes politiques aux États-Unis et vers la publicité. Pour ce qui est des campagnes, pour ce qui est de la propagande dans les régimes autoritaires, on retrouve en fait les mêmes patterns de résultats, mais souvent avec des données un peu moins riches dans le cas du communisme ou dans d'autres cas de régime autoritaire. Le mieux étudié, donc ce sur lequel je vais m'attarder aujourd'hui, c'est le cas du nazisme. Et en fait, de manière un peu surprenante, le premier historien à vraiment s'interroger sur l'efficacité de la propagande nazie, et pas uniquement sur le contenu de la propagande nazie, sur les méthodes, sur les moyens, voilà, sur le contenu des épisodes de radio, des films, etc., mais vraiment à s'interroger sur l'efficacité. Et Yann Kershaw, qui a écrit un article là-dessus il y a une quarantaine d'années maintenant, dans lequel il a utilisé une variété de matériaux pour essayer de répondre à cette question. Et en particulier, il s'est beaucoup appuyé sur des rapports qui avaient été rédigés par une branche du parti nazi, dont l'objectif était de comprendre un petit peu, d'avoir un sens de ce que pensait la population. Donc, étant dans un régime autoritaire, il ne pouvait pas juste demander à Gallup de faire un sondage d'opinion, parce que les gens n'étaient pas forcément honnêtes enfin, vis-à-vis des sondeurs, enfin, n'auraient pas été honnêtes vis-à-vis des sondeurs. Euh, et donc, à la place, il y avait tout un pan, un petit pan, mais du régime nazi, du parti nazi, dont l'objectif était d'essayer de comprendre voilà, ce que ressentait la population pour prévenir ou anticiper des révoltes potentielles ou un coup éventuel. Donc voilà, Kershaw s'appuie entre autres là-dessus pour tirer ses conclusions. Et les conclusions auxquelles il parvient sont que la propagande nazie a largement échoué, sauf lorsqu'elle pouvait s'appuyer sur un consensus existant, confirmer des valeurs existantes et soutenir des préjugés existants. Donc, par exemple, quand les nazis ont essayé de convaincre les gens qu'il fallait euthanasier les personnes handicapées, il n'y a eu aucun succès parce que personne pensait que c'était une bonne idée en premier lieu. Quand ils ont essayé de convaincre les bastions communistes de laisser tomber le communisme, ils n'ont eu aucun succès. Donc en fait, il y a tout un ensemble de batailles, de tentatives de propagande du régime nazi qui n'ont eu vraiment aucun succès parce qu'elles s'opposaient au jugement préalable de la population. À l'inverse, quand la propagande nazie s'inscrit dans des croyances qui sont déjà bien ancrées, comme malheureusement l'antisémitisme pour une bonne partie de la population allemande, et pas que allemande à l'époque, là, du coup, la propagande va trouver des échos. Ça ne veut pas dire forcément qu'elle va exercer une influence énorme, parce que les gens sont déjà antisémites, mais en tout cas, elle ne va pas être rejetée directement par la population.
Et donc, c'est ce confirme, c'est donc ce pattern, en fait, a été confirmé subséquemment par par des études plus quantitatives, en particulier une très belle étude de Maya Adena et de ses collègues, dans laquelle ils ont utilisé la proximité au tour de radio comme un instrument pour mesurer l'exposition à la propagande nazie. Donc, à l'époque, la radio était le moyen, de très loin, le moyen de communication le plus important pour la propagande. Et les gens qui étaient loin des tours de radio bah, avaient un très mauvais signal ou pas du tout de signal radio, et donc ils étaient moins exposés à la propagande nazie. Et par ailleurs, ces chercheurs et ces chercheuses ont réussi enfin, chercher dans les archives, essayer de tracer en fait les endroits dans lesquels il y avait eu le plus d'actes d'antisémitisme, afin de pouvoir voir s'il y avait une corrélation entre donc, l'exposition à la propagande nazie et le fait de s'engager dans des actes antisémites. Et donc, leur conclusion, sont que la propagande nazie a en effet, semble parfois avoir stimulé des actes antisémites, mais ça, c'est donc déjà les effets n'étaient pas énormes. C'était seulement vrai dans les régions qui étaient déjà très antisémites. Et à l'inverse, s'il y a eu un effet, c'est plutôt un effet négatif dans les régions qui étaient plutôt moins antisémites. Et en fait, par ailleurs, ce que montrent leurs données, c'est que si vous voulez savoir en gros, où ont eu lieu des actes antisémites en Allemagne nazie, il ne faut pas regarder où il y a eu plus de propagande nazie, mais où avaient eu lieu des pogroms au XIVe siècle. Donc, il y a une continuité énorme de ces croyances qui sont liées à un ensemble de facteurs structurels, des relations entre les différents groupes religieux en Allemagne, mais que par rapport à ça, l'effet de la propagande nazie est vraiment marginal. Et donc, et Kershaw cite cette gemme un petit peu d'un des rapports de cette agence de renseignement nazi donc, que je vous ai décrit tout à l'heure, qui donc fait un rapport et qui va donner à ses supérieurs nazis, en particulier au ministère de la Propagande, qui dit, voilà, notre propagande rencontre partout un rejet au sein de la population, car elle est considérée comme fausse et mensongère. Donc ça, c'était particulièrement vrai après Stalingrad, en fait, quand il y a un décalage complet entre ce que dit la propagande et la réalité la réalité dans laquelle les Allemands parviennent quand même à être au courant, soit par bruit, soit par bouche à oreille, soit en fait en écoutant la BBC au péril de leur vie. Donc à nouveau, on voit bien que la propagande nazie a eu des effets. Ces effets étaient surtout en libérant des actes, en fait, des gens qui étaient déjà antisémites et qui voient que le gouvernement va les soutenir, donc qui se sentent libres d'agir sur la base de leur antisémitisme. Mais il n'y a pas eu une influence profonde sur la population du tout. Le deuxième exemple est celui des campagnes politiques aux États-Unis. Donc aux États-Unis, parce que c'est d'une part un des pays, ou peut-être sûrement le pays dans lequel le plus d'argent est dépensé dans les campagnes politiques, et c'est aussi celui dans lequel, de très loin, elles sont le mieux étudiées. Donc ces campagnes politiques prennent plein de formes différentes. Donc ça peut être du porte-à-porte, du canvassing, ça peut être de faire du robocalling, ça peut être d'envoyer des prospectus, ça peut être de faire passer des pubs à la télé ou sur Internet. Et depuis à peu près une vingtaine d'années, les politologues ont développé des outils pour essayer de comprendre, donc d'évaluer l'efficacité de ces actes de campagne. Et en particulier, la meilleure méthode, bah, c'est de faire des expériences. Et donc, par exemple, ils peuvent prendre une ville américaine, ou un État américain qui est divisé en districts électoraux. Euh, et donc, dans la moitié de ces districts électoraux, par exemple, on va faire un peu plus de porte-à-porte, on va faire un peu plus de robocalling, on va envoyer un peu plus de flyers que dans l'autre. Donc, bien entendu, c'est pas comme s'il y avait une campagne complète dans un district et aucune campagne dans l'autre, parce que les politiciens ne seraient pas d'accord pour faire ça. Mais on peut manipuler à la marge l'intensité de la campagne, disons, ou le nombre de spots publicitaires qui sont diffusés. Et ensuite, on peut regarder quelle est l'influence alors, ce n'est pas l'influence de toute la campagne, bien sûr, mais l'influence de cet acte de campagne en plus sur le comportement électoral. Donc, en gros, est-ce que le fait d'avoir été exposé à un peu plus de robocalling, un peu plus de porte-à-porte, etc., fait qu'on a plus de chances de voter pour le candidat qui était soutenu par cette campagne en particulier? Et donc, il y a quelques années, les politologues Josh Kalla et Dave Brookman ont publié un article qui était à la fois qui était une méta-analyse qui contenait à la fois les études existantes, mais également une dizaine d'études que eux-mêmes avaient conduites sur le terrain. Et leur conclusion est que la meilleure estimation des effets du contact et de la publicité de la campagne sur les choix des candidats par les Américains lors des élections générales
Donc là, on parle vraiment des grandes élections, donc les présidentielles, les élections sénatoriales, gubernatoriales, des élections pour lesquelles il y a déjà eu beaucoup de médias. Donc l'effet moyen, donc, quand on rajoute un acte de campagne en plus, l'effet de cet acte de campagne est en moyenne nul. Donc ça veut dire que voilà, ça limite à une taille quand même assez petite pour ce genre d'intervention. Donc, globalement, ce que nous dit la littérature en sciences politiques sur l'effet des campagnes politiques, c'est que pour les élections importantes, c'est quasiment impossible d'influencer les gens peu de temps avant le scrutin, parce que les gens ont déjà, voilà, ils ont déjà leurs idées, ils ont été déjà soumis à une montagne d'informations, donc le petit delta qu'on peut ajouter ne va pas avoir beaucoup d'effet. On peut plus influencer les intentions de vote quand on s'y prend longtemps à l'avance, mais ces intentions de vote ne vont pas forcément se transférer en vote, donc ça ne change pas grand-chose non plus. Euh, Là où il y a une influence clairement importante des politiciens ou de leur campagne sur les gens, c'est sur les opinions, sur des sujets auxquels les gens ne s'intéressent pas vraiment. Donc, si vous êtes un grand fan d'Emmanuel Macron et que Emmanuel Macron prend une telle ou telle position sur un sujet, sur un traité commercial ou quelque chose comme ça, sur lequel vous n'avez aucune idée et aucun intérêt, eh ben, il y a des chances que vous adoptiez son attitude. Mais dès que les politiciens s'expriment sur des sujets sur lesquels les gens ont des croyances fortes ou des choses qui les impactent directement, là, du coup, c'est l'inverse qui se passe, en fait. On va plutôt choisir les politiciens qui ont des croyances qui conviennent avec ce qui nous intéresse, plutôt que l'inverse. Donc, globalement, dans les régimes démocratiques, la plupart de l'influence est bottom-up, c'est-à-dire que la population influence les politiciens. Et les politiciens sont bien entendu toujours soucieux de savoir ce que pense la population, comment la population va réagir à différentes mesures, et que l'influence top-down est en fait beaucoup plus limitée. Et le troisième exemple que je veux prendre est celui de la publicité. Donc là, on passe dans des ordres de grandeur en termes d'argent qui sont très très largement supérieurs à celui des campagnes politiques. Il me semble qu'en 2018 ou 2019, quelque chose comme un demi-trilliard de dollars avait été dépensé en publicité dans le monde. Donc c'est vraiment voilà, des grosses sommes. Euh, et la façon dont l'efficacité de la publicité est étudiée par les chercheurs est d'essayer d'évaluer l'élasticité de la publicité. Donc, ce que ça veut dire, l'élasticité de la publicité, c'est en gros quand vous augmentez une campagne publicitaire, est-ce que les ventes vont augmenter en proportion? Donc, par exemple, si vous doublez une campagne de pub, est-ce que les ventes vont également doubler? Si c'est le cas, vous avez une élasticité de 1, donc il y a une réaction parfaite en termes de vente par rapport à ce que vous avez fait en termes de publicité. Si vous doublez les ventes, si vous doublez la pub, mais que les ventes n'augmentent que de 50%, vous avez une élasticité de 0,5, etc. Enfin, de 0,5. Et donc, la meilleure mesure qui existe des effets de la télé, de la publicité à la télé, la meilleure mesure de l'élasticité de la publicité à la télé, il y a un papier qui est publié maintenant, mais c'est un préprint par Brad Shapiro et ses collègues. Et donc, voilà, leur résultat. Donc là, ils ont fait une étude sur des centaines et des centaines de campagnes publicitaires aux États-Unis. Et ils ont mesuré l'élasticité moyenne de ces campagnes. Et donc, leur résultat révèle un pourcentage non négligeable d'estimations statistiquement non significatives ou négatives. Ce qui veut dire que beaucoup de ces élasticités étaient tellement faibles qu'on ne pouvait pas dire qu'elles étaient positives, ou même très légèrement négatives. Et en moyenne, l'élasticité était de 0,01. Donc en moyenne, si une campagne publicitaire a été doublée d'intensité, les ventes allaient augmenter de 1%. Donc c'est pas rien, mais c'est pas énorme. Donc en général, c'est pareil, ce que dit cette littérature sur la publicité, c'est que les effets de la publicité en général sont faibles ou inexistants, donc ils sont jamais vraiment énormes. Des fois, il y a peut-être une campagne publicitaire qui va avoir des gros effets, ça arrive, mais c'est très très rare et on ne sait pas vraiment pourquoi nécessairement et c'est pas facile à reproduire. Et que les publicitaires eux-mêmes le disent qu'en effet, ben, convaincre les gens, c'est très dur. Ça, c'est une situation un des gourous de la recherche sur la publicité, Gerhard Telles. Donc, ce que ces exemples nous amènent à conclure, et c'est vrai, en fait, on peut regarder la propagande, enfin, de la propagande dans d'autres domaines, le prosélytisme religieux, en fait, on a toujours le même pattern que, globalement, quand on essaye de persuader les gens en masse, ben, on persuade personne, ou presque personne. On peut voir des messages qui sont acceptés par la population, c'est-à-dire que quand on dit à la population des messages avec lesquels ils sont déjà d'accord, ben, ils vont les accepter de manière pas très surprenante, mais on ne va pas les influencer dans le sens où ils acceptaient déjà cette conclusion avant qu'on ne la leur présente. Euh, et les seuls cas dans lesquels on peut influencer un peu les gens à la marge,
c'est quand on a gagné difficilement, voilà, avec beaucoup d'efforts, une certaine confiance. Donc un politicien qui a représenté de manière fidèle des gens pendant des années va ensuite pouvoir utiliser une partie de ce capital pour les influencer un peu. Une marque voilà, qu'on suit depuis des années, qui a toujours fait des produits qu'on a bien aimés, on va avoir un peu plus de confiance et peut-être qu'une pub va nous influencer un peu. Mais même dans ces cas-là, on reste dans des effets qui sont assez modestes. Alors pourquoi? Pourquoi est-il si difficile d'influencer les gens à grande échelle? Alors, la réponse que je propose, c'est que les êtres humains sont équipés de mécanismes cognitifs sophistiqués, de ce que j'appelle la vigilance ouverte, ce que nous avions appelé précédemment avec Dan, des collègues, la vigilance épistémique. Donc, moi, j'aime bien le terme de vigilance ouverte parce que ça met l'accent sur le fait à la fois que c'est des mécanismes de vigilance, donc qui nous permettent de refuser des informations qui seraient fausses ou qui ne seraient néfastes, mais ce sont aussi des mécanismes qui nous permettent d'être ouverts et donc de changer d'avis quand on est exposé à des informations qui sont justes et qui pourraient nous être bénéfiques. Donc, comment est-ce que ces mécanismes fonctionnent? Ça, c'est un petit peu voilà, ce que je pense de la façon dont ces mécanismes fonctionnent. Euh, c'est que d'abord, quand on vous dit, quand on vous dit quelque chose ou que vous lisez quelque chose, la première chose qui va se passer, c'est que vous allez vérifier la plausibilité du contenu compte tenu de vos croyances préalables. Ça, vous faites ça sans vous en rendre compte, hein, mais si je vous dis il y a un éléphant rose dans mon jardin, vous allez vous rendre compte immédiatement que c'est implausible, et du coup, vous allez être incliné à refuser ce que je vous dis. Donc, pour prendre un exemple un peu moins extrême, si une personne, Johanna, vous dit vous devriez acheter ce téléphone, en fonction de l'opinion préalable que vous pouvez avoir sur est-ce que ce téléphone-là en particulier est un bon téléphone ou pas, vous allez être plutôt incliné à rejeter ou à accepter ce que Johanna vous dit. Et en particulier, si quelqu'un vous dit quelque chose qui a tendance à clasher, à entrer en conflit avec ce que vous croyez être vrai précédemment, votre première réaction est de rejeter ce que dit la personne. Euh, pardon. Voilà. Euh, donc heureusement, on est capable aussi d'accepter des informations qui nous remettent en cause, des informations qui vont remettre en cause nos croyances. Et ça, on le fait euh, quand on a certains indices en fait, qui nous laissent penser que l'information est en effet juste et que peut-être c'est nous qui nous ayons trompés. Donc on va se demander, est-ce que la source est bien informée? Bon, est-ce que cette personne, Johanna, qui nous recommande un téléphone, est-ce que c'est quelqu'un qui a par exemple qui a utilisé le téléphone pendant longtemps, qui le connaît bien? Est-ce que c'est quelqu'un, donc, est-ce qu'elle est compétente? Est-ce que c'est quelqu'un qui a de manière générale des connaissances sur les téléphones portables? Est-ce que c'est quelqu'un qui a des intérêts à cœur? Est-ce que c'est une amie désintéressée ou est-ce que c'est au contraire quelqu'un qui essaie de nous vendre un téléphone? On va aussi s'interroger sur, enfin, on va regarder s'il y a plein de personnes qui sont d'accord. Donc, si tous nos amis se mettent à nous recommander le même produit, on va tenter de l'essayer parce que probablement, s'ils le recommandent tous, ils ont sûrement raison. Et on va regarder s'il y a de bons arguments. Donc, est-ce que Johanna est capable de nous dire que ce téléphone-là est bien parce que la caméra est excellente, parce que la durée de vie est très longue, parce que, voilà, pour toutes les raisons pour lesquelles un téléphone peut être bon. Donc, on a tout un ensemble d'indices qu'on va prendre en compte pour savoir si on doit si on doit se remettre en cause et si on doit accepter une information, même si elle clash avec nos croyances préalables. Il y a toute une littérature en psychologie expérimentale qui montre que, en effet, de manière pas très surprenante, les adultes sont capables de prendre en compte ce genre d'indices pour savoir quelle information accepter ou quelle information rejeter. Ce qui est plus intéressant et peut-être un peu plus surprenant, c'est qu'en fait, depuis une vingtaine d'années, il y a toute une littérature qui s'est développée en psychologie du développement euh, sur le fait que en fait, des enfants, même des enfants très jeunes, sont aussi capables de prendre en compte ces indices quand ils évaluent des informations, pour savoir à qui faire confiance, pour savoir s'ils doivent changer d'avis ou pas. Et donc là, je veux juste vous résumer un peu 20 ans de recherche en une slide. Donc à chaque fois qu'il y a une petite checkmark, ça veut dire que des expériences ont montré que les enfants de cet âge sont capables d'utiliser cet indice pour discriminer entre différentes informations qu'on leur communique. Donc par exemple, dès 2 ans, avant 2 ans, 1 an et demi, les enfants vont être plus enclins à croire une personne compétente qu'une personne incompétente. Donc, on est plus enclin à croire quelqu'un qui est gentil que quelqu'un qui est méchant. Après, donc, on a d'autres indices qui sont de plus en plus pris en compte. C'est possible que les enfants de 2 ans, en fait, ou de moins de 2 ans, prennent en compte plus d'indices, on n'a pas été capable de le montrer. Mais en tout cas, on sait que, en gros, des enfants en maternelle,
sont déjà capables de prendre tous ces indices en compte quand il s'agit de choisir entre différentes informations ou de choisir s'ils doivent changer d'avis ou pas. C'est vraiment des capacités très précoces. Donc là, on parle d'enfants, enfin 2 ou 3 ans, ils ne peuvent pas compter jusqu'à 2, quoi. Donc c'est pas comme s'ils avaient des capacités cognitives qui étaient incroyables de manière générale. C'est juste, voilà, c'est des compétences qui sont tellement importantes pour les humains qu'elles arrivent assez tôt. Donc, ce qui se passe, en gros, quand les gens communiquent, c'est que quand on a assez d'informations sur la personne à qui on parle, quand on a le temps de discuter tranquillement, du coup, on a tous ces indices, donc on sait si la personne est informée ou pas, on sait si elle est compétente. Imaginez, pensez à des collègues, pensez à des amis, vous connaissez leur domaine d'expertise, vous savez quels sont leurs intérêts, vous savez si parfois ils peuvent avoir intérêt à vous mentir, vous avez le temps d'échanger des arguments avec eux. Et quand tout ça est en place, en fait, les bonnes informations se répandent. Donc on change d'avis parce qu'on se rend compte que bah, il y a Georges qui s'y connaît mieux en ordinateur que nous a donné un conseil, donc on va accepter son conseil. On a discuté avec un ami longuement d'un point politique, donc on a fini par accepter son point de vue parce qu'il avait de meilleurs arguments. Donc on voit que il y a beaucoup de données qui suggèrent ça, que quand on a le temps, en fait, quand il s'agit de petits réseaux de gens qu'on connaît, avec qui on peut échanger assez librement, les gens changent d'avis et de manière globalement justifiée. Qu'est-ce qui se passe au contraire quand on n'a pas ces indices-là, quand on ne sait pas vraiment à qui on parle, quand on ne sait pas si la personne est experte, elle est compétente, quand on n'a pas le temps d'échanger des arguments avec eux? Eh ben, en fait, on devient des sceptiques rationnels, dans le sens où on va plutôt avoir tendance à rejeter les informations qu'on nous communique, si, à moins qu'elles ne collent déjà parfaitement avec ce que nous croyons être vrai, parce qu'on n'a pas de bonne raison de changer d'avis. Donc globalement, et c'est pour ça, à mon sens, que la propagande de masse a tendance à ne pas bien marcher. C'est parce que typiquement dans les tentatives de propagande de masse, des tentatives d'influence de masse de manière plus générale, on n'a pas ces indices-là. Donc, quand vous voyez une pub dans le métro, la personne, enfin, la personne qui a fait la pub, qui vend le produit, n'a pas le temps d'essayer de vous convaincre, elle ne peut pas échanger avec vous. Vous ne savez pas si c'est une personne qui est experte ou pas. Vous suspectez, bien entendu, d'avoir des intérêts qui peuvent être contraires aux vôtres. Donc, on n'a aucun de ces indices et notre réaction par défaut est de rejeter tout ce qui ne sert pas déjà nos intérêts, tout ce qui ne colle pas avec nos croyances. Donc, ça, c'est vrai en général, mais on ne peut pas nier que malgré le fait que nous sommes quand même équipés de ces mécanismes, que nous sommes parfaitement à même d'évaluer les informations et de savoir à qui faire confiance, malgré ça, indéniablement, il y a des croyances fausses qui se répandent. Donc là, j'ai toute une autre partie de mon livre et de mon travail qui porte sur pourquoi est-ce que certaines croyances fausses se répandent. Mais là, ce n'est pas l'argument que je veux faire. L'argument que je veux faire maintenant, c'est que même quand des croyances fausses se répandent, en fait, leurs conséquences sont bien moindres que ce qu'on peut penser typiquement. Et donc, en fait, je pense que c'est vraiment faux. Donc, cette citation de Voltaire, de son traducteur, est vraiment fausse, dans le sens où le simple fait de faire accepter des choses fausses aux gens, souvent, en fait, a beaucoup moins de conséquences que ce qu'on peut penser. Euh, et je vais baser cet argument sur une distinction qui a été faite par Dan Sperber entre les croyances intuitives et les croyances réflexives, euh, que je vais pas, voilà, que je vais pas essayer de définir formellement, mais je vais vous donner des exemples pour essayer de vous donner un petit peu une idée concrètement de ce que ça veut dire. En gros, l'idée, c'est que euh, on peut croire quelque chose de deux manières différentes. On peut y croire de manière intuitive, euh, ça veut dire que on va agir sur la base de ces croyances. En gros, que ces croyances-là sont vraiment intégrées à nos croyances. Donc là, j'ai une croyance intuitive qui a un ordinateur en face de moi, donc je sais comment agir face à ça, je sais que je peux le prendre, je sais que je peux interagir avec. Mais on a aussi des croyances réflexives euh, desquelles on peut être complètement persuadé. Donc c'est pas comme si c'était des fausses croyances, en fait. Enfin, on y croit vraiment. Mais le lien avec le reste de nos croyances ou le lien avec notre comportement est beaucoup plus distant et beaucoup plus détaché. Je vais vous donner un exemple que j'aime bien. Euh, c'est celui, euh, c'est celui des théories du complot, enfin, des fake news qui s'appelait le Pizzagate. Donc, le Pizzagate, c'était une théorie selon laquelle des démocrates de haut rang, donc du Parti démocrate américain, euh, allaient emmener des enfants dans la cave de ce restaurant de la banlieue de Washington, D.C., de cette pizzeria, et il allait les soumettre à des traitements horribles, les torturer, les violer, etc. Euh, et quand on regarde les sondages à l'époque,
On peut avoir l'impression, donc voilà, ça c'était le nombre de gens qui croyaient que des emails qui avaient été récupérés sur les gens de la campagne de Hillary Clinton mentionnaient quelque chose de la pédophilie et du trafic humain. Donc voilà, en gros, est-ce que les gens croyaient à quelque chose comme le Pizzagate? Et vous voyez, les Trump voteurs, on avait quasiment la moitié des gens qui y croyaient, et même un peu des gens qui allaient voter Clinton. Euh, et donc, ce que ça suggère, c'est que quand on voit ça, on peut se dire, mais il y a peut-être, je sais pas, 50 millions, 100 millions d'Américains qui croient à une théorie aussi absurde. Donc, ça paraît vraiment extrêmement, extrêmement inquiétant. Et cette théorie du complot en particulier avait vraiment fait plus de bruit que d'autres parce que, et ça avait continué à contribuer beaucoup à renforcer cet aspect lugubre et inquiétant, parce que Edgar Madison Walsh, qui habitait pas très loin de DC, a pris son fusil d'assaut, il a été dans cette pizzeria, il a demandé à ce que les enfants soient libérés, il a même tiré quelques coups de feu au plafond pour exiger qu'on lui ouvre la cave. Donc il se trouve qu'il n'y avait pas de cave, il n'y avait pas d'enfants. Et du coup, après, il a fait de la prison parce que ouais, c'est pas bien de faire ça. Mais d'une certaine manière, cette personne, en fait, était assez cohérente, dans le sens où si vous croyez que pas très loin de chez vous, il y a des enfants qui sont en train de subir des sévices abominables, et que la police est corrompue, et que vous avez un fusil d'assaut, bah, après tout, allez essayer d'aller libérer les enfants, et pas irrationnel, c'est assez risqué, mais c'est plutôt même héroïque. Et s'il y avait eu des enfants, en effet, ce serait clairement, il serait vu comme un grand héros. Donc là, en fait, ça nous paraît choquant comme comportement, mais quand on y réfléchit un peu, il y a quand même une certaine adéquation entre la croyance que les gens pensent, que les gens disent avoir, et le comportement dans son cas. À l'inverse, l'immense majorité des gens n'ont rien fait, bon, ce qui peut se comprendre, on n'a pas tous l'opportunité d'aller essayer de libérer des enfants emprisonnés. Mais en fait, il y a beaucoup de gens qui ont laissé des commentaires sur la pizzeria, des commentaires qui faisaient référence, des commentaires extrêmement peu élogieux, bien sûr, et qui faisaient référence à cette théorie du complot. Donc là, il y en a un en particulier qui était particulièrement ridicule. Voilà, qui commence en disant une étoile. La pizza était pas du tout assez cuite. Des professionnels suspects à côté du bar regardaient qui avaient l'air d'être des réguliers. Arrêtez pas de regarder mon fils et les autres enfants qui étaient dans le restaurant. C'est ça clair que je vais pas y retourner. Et je commence à croire que les théories du complot à propos de cet endroit sont vraies. Donc ça, selon nous, c'est quelqu'un qui aurait une croyance réflexive. Donc, ça ne veut pas dire qu'il ne croit pas à la théorie. Là, il dit, moi, je commence à penser que c'est vrai. Et peut-être qu'il ne ment pas. Mais on voit bien qu'il y a un décalage complet entre le fait de se dire, bon, bah, dans cet endroit, c'est possible, même juste possible, qu'il y ait des enfants qui sont en train de se faire torturer et violer. Et lui, il y va avec ses enfants. Et il commence sa revue en disant que la pizza n'était pas assez cuite. Donc, clairement, ça ne va pas. Et il y a, enfin, il y a un décalage complet entre la croyance supposée et le comportement de cette personne. Et voilà, il y avait des centaines de revues de cet acabit sur le site de la pauvre pizzeria. Et on voit qu'en fait, l'immense majorité, donc 99,999% des gens qui disaient croire en Pizzagate, donc soit ils faisaient rien, soit ils faisaient ce genre d'action qui était en décalage complet avec la croyance. Et en fait, des gens qui semblaient avoir une vraie croyance intuitive et qui ont agi sur la base de cette croyance, en fait, dans ce cas-là, il n'y en avait peut-être qu'un seul. Un autre contraste qui illustre ça assez bien, je pense, c'est le contraste entre les théories du complot, qui sont définies par... Souvent, les chercheurs qui travaillent là-dessus définissent ça comme les théories du complot qui sont fausses, en fait, celles qui ont été, dont on sait qu'elles sont fausses, et les gens qui voient des vrais complots. Donc, les gens qui croient aux théories du complot, souvent, voilà, ils sont un peu grande gueule sur le sujet. Il y en a plein ils vont parler de ça sur Twitter, ils vont faire des blogs, ils vont en parler à leurs voisins. Et c'est pas quelque chose de très cohérent en fait, parce que si on pense que la CIA a organisé le 11 septembre et que c'est une organisation extrêmement puissante et extrêmement mauvaise, forcément, il pourrait nous tuer sans problème. Donc, c'est pas forcément une bonne idée de le crier sur les toits. À l'inverse, les gens qui croient à des vrais complots, en fait, donc les gens qui travaillent dans les organisations, qui ont vu que leur chef détruisait des documents compromettants, qui ont vu que leurs collègues s'engageaient dans des pratiques douteuses, ces gens-là, ils ont un comportement qui est à l'opposé complet des gens qui croient aux théories du complot,
dans le sens où ils ont peur, c'est très dur de les faire parler, c'est très dur de réussir à faire que les lanceurs d'alerte, les whistleblowers, disent quelque chose. Et donc, on voit que quand ces gens qui ont une croyance intuitive dans l'existence d'un complot, parce qu'ils ont vu des choses suspectes de leurs yeux, ou bien parce qu'ils ont entendu ça d'une source crédible, ils se comportent d'une manière complètement différente. Des gens qui ont une croyance réflexive, mais qui peut être très forte, les gens qui peuvent être complètement persuadés dans le cas des théories du complot, mais il n'empêche que leur comportement est vraiment en décalage par rapport à leur croyance. Et un autre exemple qui avait été documenté à l'époque était que donc, pendant je crois que c'est la deuxième campagne d'Obama, il y avait une rumeur qui s'était répandue, ce qu'on appellerait maintenant une fake news, selon laquelle il était musulman. Et ce que cette étude avait montré, c'est que de manière peu surprenante, les gens qui avaient déjà une opinion plutôt négative d'Obama avaient plus de chances euh, d'accepter la croyance selon laquelle il était musulman. Mais les gens qui acceptaient cette croyance ne développaient pas ensuite une attitude encore plus négative. Donc on voit bien que c'est quelque chose c'est pas quelque chose qui cause une attitude négative vis-à-vis d'Obama, mais c'est quelque chose qui est causé par une attitude négative préalable. Et en fait, ça nous amène au deuxième point, qui est que pourquoi ces croyances réflexives, si elles sont fausses et surtout si elles n'ont en fait pas beaucoup d'effets sur notre comportement, pourquoi existent-elles? Et je pense qu'elles ont, en fait, ces croyances réflexives peuvent jouer des rôles sociaux. Et donc, je vais vous donner, comme des rôles de justification, je vais vous donner un exemple. Alors, c'est un exemple que j'aime bien, parce que j'ai un peu travaillé dessus, c'est un truc assez rigolo. Euh, donc, c'est l'exemple de la saignée. Donc, voilà, pendant 2500 ans, enfin 2000 ans, donc la médecine occidentale a été très fortement influencée par la théorie des humeurs, en particulier qui a été raffinée par Galien, le médecin gréco-romain Galien. Donc, selon cette théorie des humeurs, euh, la santé ou la maladie dépend de l'équilibre entre quatre humeurs. Et donc, une de ces humeurs est le sang. Et du coup, pour rétablir la bonne santé ou pour prévenir la maladie, souvent, ce qu'on peut faire, c'est saigner les gens. Et donc, voilà, ça semble découler de sa théorie que si vous êtes malade, ça va être une bonne solution pour guérir la maladie, ça va être de vous saigner pour tout un ensemble de maladies. Et même Galien a même poussé le bouchon jusqu'à dire que même en cas d'hémorragie, c'est une bonne idée de saigner les gens pour qu'ils aillent mieux. Parce qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui l'ont suivi là, mais bon, il y croyait vraiment. Euh, et là, on peut se dire qu'on a vraiment un exemple dans lequel les gens acceptent une croyance fausse, donc la théorie des humeurs, et sur la base de cette croyance fausse, ils s'engagent dans des actions coûteuses. Donc, par exemple, ça c'est un exemple parmi beaucoup d'autres, quand George Washington est tombé malade pendant l'hiver de 1799, forcément, c'était une espèce de déité dans le pays, donc les meilleurs médecins du pays se sont rués à son chevet. Et pendant les 3 4 jours qui ont suivi son alitement, ils l'ont drainé de à peu près 2,5 litres de sang. Donc c'est à peu près la moitié de son sang, donc même pour un grand gaillard très solide comme Washington, ça a fait qu'il était mort ensuite. Donc les médecins sont encore en train de se demander si la saignée l'a tué ou si ça a juste empêché, enfin si ça l'a juste pas aidé. En tout cas, voilà, il y a un consensus sur le fait que c'était pas une bonne idée. Et donc là, on peut se dire, mais voilà, il y a vraiment un cas où les gens acceptent une croyance fausse et ça a des conséquences très coûteuses, même la mort. Donc c'est problématique. Et en fait, c'est pas du tout ça qui se passe, c'est pas du tout ça qui est une bonne description de la réalité. Et ça, on a pu le montrer avec des collègues, avec Elena Mitton et Nicolas Cladia. En fait, on a fait une recension d'un phénomène qui était déjà connu par les anthropologues, mais un peu plus rigoureuse, une recension des cultures dans lesquelles la pratique de la saignée était documentée. Et on a observé que dans environ un tiers des cultures humaines, les gens pratiquent la saignée. Donc, c'est des cultures qui n'ont jamais entendu parler de Galien, qui n'ont jamais entendu parler de la théorie des humeurs. Et donc, ce que ces résultats montrent, c'est que, pour des raisons que je ne vais pas détailler ici, le fait de faire couler un peu de sang à une fin thérapeutique est une pratique intuitive à laquelle, en fait, beaucoup de cultures humaines vont parvenir au bout voilà, c'est juste spontanément, les gens commencent à faire de la saignée, qu'on le veuille ou non. Et en fait, les croyances, en partie la théorisation de Galien ou d'autres, comme la théorie des humeurs, elles ne sont qu'une croyance réflexive qui vient pour permettre de justifier cette pratique, plutôt que de causer vraiment la pratique en premier lieu. Et donc voilà, donc la flèche causale va vraiment de la pratique vers la croyance plutôt que dans l'autre sens. Et on voit la même chose donc, plus récemment pour toutes les croyances qui sont liées les croyances qui sont liées à l'hésitation vaccinale.
Donc ça, c'est un graphe qui montre donc il y a plein de pays, il y a différentes périodes temporelles, le nombre de gens qui pensent en vert que les vaccins sont plutôt sûrs, le nombre de gens qui pensent en bleu qu'ils ne savent pas trop si les vaccins sont sûrs ou pas, et le nombre de gens en rouge qui pensent que sont vraiment sûrs que les vaccins ne sont pas bons pour la santé. Et donc on voit que dans tous les pays du monde, en particulier en France malheureusement, euh, il y a un petit pourcentage de gens qui s'opposent à la vaccination de manière très, très, très forte. C'est à peu près stable partout. Ils sont quelques pourcents. On voit qu'il y a aussi presque nulle part, en fait, un consensus absolu sur le fait que tout le monde, que les vaccins sont vraiment bons pour la santé. Donc il semble que de manière quasi universelle, il y ait une résistance vis-à-vis de la vaccination. Donc il y a des raisons, il y a des raisons psychologiques sur lesquelles je pourrais m'attarder sur pourquoi je pense que c'est le cas, mais enfin, qui ne sont pas bien élucidées, mais en tout cas on a des hypothèses. Donc il y a ce côté un peu universel de cette résistance, de cette défiance vis-à-vis de la vaccination. Mais par contre, les raisons que les gens invoquent, surtout les antivax les plus fervents, pour justifier leur résistance vis-à-vis de la vaccination, elles varient complètement à travers le monde. Donc on peut avoir le truc qu'on connaît bien en Occident, que ça va causer l'autisme. Il y avait des choses sur l'aluminium dans les produits qui étaient rajoutés dans les vaccins. Puis après, dans le monde, ça peut donner le sida, ça peut rendre les gens stériles. Voilà, il y a toute une panoplie de croyances différentes. Et ce que ce pattern suggère, en fait, quand on a un comportement, c'est un peu comme la saignée, quand on a un comportement qui est très similaire un peu partout dans le monde, et qu'on a des théories ou des raisons très différentes pour justifier ce comportement, ce que ça suggère, c'est que les théories ou les raisons en fait viennent après. Donc d'abord, les gens ont envie de s'engager dans un comportement, ils ont envie d'avoir une croyance donnée, ou ils sont inclinés à avoir une croyance donnée, et ensuite ils vont chercher des justifications et ils vont prendre le premier truc qui leur tombe sous la main, mais c'est pas ça qui joue un rôle causal très important. Donc voilà, pour conclure, je pense que voilà, les humains sont en fait pas du tout crédules. S'ils sont un biais, c'est plutôt un biais de conservatisme, on a tendance à pas changer assez d'avis. Donc, plutôt que d'être crédule, nous sommes dotés de mécanismes cognitifs qui nous permettent d'évaluer les informations qu'on nous communique, des mécanismes de vigilance ouverte. Donc, ces mécanismes vont regarder un ensemble d'indices pour savoir si on doit accepter ou rejeter une information. Donc, ça, c'est vrai que bon, pour les informations communiquées, quand il s'agit d'informations qui sont vraiment pertinentes pour nous, en fait, quand il s'agit d'informations qui nous touchent, de gens qu'on connaît, les choses se passent bien, on change d'avis quand on doit changer d'avis. Euh, le problème principal qu'on a, en fait, c'est que souvent, on n'a pas assez d'informations. Et souvent, bon, ça nous permet de rejeter des informations qui ne seraient pas bonnes pour nous, mais souvent, ça nous amène aussi à rejeter des informations qui auraient été bonnes si on avait été en mesure de les évaluer mieux et de les accepter. Merci. Merci infiniment pour cette intervention absolument formidable dans la mesure où elle nous rend optimistes, contrairement à tout un ensemble de choses qui nous rendent plutôt pessimistes de nos jours. Donc, chers camarades, c'est le moment où vous pouvez effectivement commencer à formuler vos questions et à les poser soit sur le chat, soit en levant la patte virtuelle, de façon à signaler votre envie de dire quelque chose. Et donc, moi, je voulais juste, il y a plein de choses auxquelles je pense, mais la première, elle est assez banale, je dirais. Il y a François qui lève la patte et j'ai peu de règles dans ma vie, voire très peu de principes. Vous me connaissez, je suis une particulariste morale, mais parmi les peu de principes se trouve celui de donner d'abord la parole à des gens qui ne sont pas des hosts. Donc, non pas à moi-même. Cher François, c'est à toi. Merci. Est-ce que tout le monde, vous m'entendez bien? Oui. Oui, tout à fait. Alors, d'abord, merci pour le talk, c'était vraiment très intéressant. Euh, Merci. J'avais une question plutôt sur la première partie qui essaie de prouver que en fait, les gens sont assez difficiles à persuader. Et je me demandais ce que vous pourriez répondre à une sorte d'objection ou d'autres interprétations qui iraient dans cette direction. On va dire, bon, bah, tout ce que vous montrez sur le nazisme, sur la propagande, c'est que on pourrait conclure, bon, voilà, ça montre qu'en fait, c'est vraiment difficile de persuader les gens, c'est difficile de les faire changer d'avis sans de très bons arguments, etc. Ou toutes sortes d'indices qui les fait changer d'avis. Mais quelqu'un pourrait aussi dire, non, en fait, ce que ça prouve, c'est quelque chose de peut-être moins universel que ça. Peut-être que ça prouve que c'est difficile de faire changer d'avis les gens lorsqu'ils sont par ailleurs soumis à des tentatives de persuasion similaires et contradictoires et aussi efficaces. Et donc l'idée, en fait, c'est soit c'est difficile de les faire bouger parce qu'ils sont très lourds et très difficiles à pousser, ou alors en fait c'est parce que tout le monde tire de tous les côtés, donc en fait c'est très difficile d'ajouter suffisamment de force de persuasion en quelque sorte pour les faire changer d'avis. Et je me demandais ce que vous penseriez de par exemple, quelqu'un qui dirait, bah, une preuve de ça, c'est que
par exemple, c'est très difficile de convertir les gens d'un monothéisme à un autre monothéisme, mais historiquement, ça avait l'air pas si difficile de les... Enfin, c'est quand même difficile, mais moins difficile de les faire passer de polythéisme au monothéisme. Et d'ailleurs, quand on voit la manière dont les religions se répondent dans le monde, les monothéistes sont très forts pour convertir les polythéistes, mais pas très forts pour convertir les autres monothéistes. Et donc peut-être que voilà, le monothéisme, du point de vue de la persuasion, c'est efficace. Et donc quand ça rencontre un autre, c'est difficile. Mais par contre, quand ça rencontre un polythéiste qui n'a pas de système immunitaire mental contre le monothéisme, alors ça marche. Là, je me demandais qu'est-ce que vous auriez à dire sur voilà, ce genre de Alors, considération. c'est une hypothèse très intéressante. Alors déjà, je pense que le cas de la propagande dans les régimes autoritaires, déjà, est un contre-argument assez fort, dans le sens où c'est des régimes dans lesquels il y a vraiment un seul message qui est donné à la population. Il y a une censure absolue de tous les autres messages. Ça n'empêche pas que les gens continuent à se parler, mais bon, ça reste complètement marginal par rapport au message qui est envoyé sur tous les médias possibles en permanence à la population. Donc le fait que même là, ça ne marche pas, ça suggère que c'est probablement pas que ça la réponse. Euh, et dans le cas du polythéisme et du monothéisme est intéressant. Mon interprétation de ça, et ça se base sur les travaux de collègues ici, c'est qu'en fait, l'appétence pour le monothéisme fait partie d'un ensemble de plus grande appétence pour un système religieux différent qui va mettre plus l'accent sur la moralisation, par exemple, que le polythéisme. Et c'est quelque chose qui vient typiquement quand les sociétés deviennent plus riches, parce que les gens, un peu la psychologie des gens change, les intérêts des gens changent. Et en fait, ce que mes collègues ont montré, c'est qu'en effet, on peut prédire assez bien l'émergence des monothéismes dans différents endroits, dans différentes zones du monde, en voyant en fait le développement des sociétés plus riches. Donc, ce qui se passerait, c'est que quand une société devient suffisamment riche, ça va avoir tendance à shifter vers un mode religieux un peu différent. Et en fait, et la première religion qui se trouve être là quand cette société devient plus riche, est la religion qui est adoptée. Et une fois que la religion est adoptée, bah, c'est un peu dur de changer. Enfin, voilà, il y a une inertie assez importante parce que la religion est institutionnalisée. Enfin, il y a plein de raisons qui rendent ça difficile. Mais ça n'empêche pas que malgré ça, convertir les gens même au monothéisme est difficile. Et quand on voit en fait donc ça, enfin, les sociologues des religions ont assez bien étudié ça. Et même si on peut avoir l'impression que maintenant, parce qu'il y a bien beaucoup de musulmans, de chrétiens dans le monde, euh, ça n'empêche pas que le taux d'augmentation de l'appartenance à ces religions-là reste très faible. C'est-à-dire qu'en gros, chaque année, je sais plus, en fait, j'avais fait les maths, mais en gros, chaque année, le nombre, enfin, maintenant, le nombre diminue, mais jusqu'à il y a 100 ans, disons que chaque année, le nombre augmentait peut-être de 0,5% par an. Et c'est quelque chose, en fait, qui est très cohérent avec les observations beaucoup plus précises sur des nouvelles religions, donc le mormon ou certaines religions, pour lesquelles on a pu suivre de manière beaucoup plus précise l'augmentation de la démographie. Et on voit en fait qu'on est à des taux d'augmentation qui sont assez constants. Donc, on a cet effet des taux d'intérêt constants. Donc, quand on a un taux d'intérêt constant positif, on arrive à des choses énormes à la fin. Mais le taux d'augmentation est très faible. Et en gros, ça correspond à... Si en gros, si chaque personne arrive à convaincre une autre personne pendant toute sa vie, on va arriver à ça, en fait. Donc, c'est des mouvements qui sont très graduels. Mais le fait qu'ils soient constants dans la même direction fait qu'on arrive à des résultats très importants. Mais ce n'est pas de la conversion en masse et ça reste très difficile. Et ça se fait d'ailleurs, par exemple, enfin, les sociologues des religions qui ont travaillé là-dessus montrent bien que ça se fait. Et ça se fait pas par de l'idéologie, mais ça se fait par des réseaux, en fait. C'est-à-dire que les gens vont créer des institutions dans lesquelles certaines personnes vont trouver des avantages matériels, ils vont être mieux accueillis, ils vont trouver une certaine fraternité, ils vont trouver un soutien, un soutien. Et certaines personnes ont commencé comme ça, après ils vont attirer leurs amis, ils vont attirer leur famille. Et en fait, c'est après que les idées viennent, en fait. Une fois qu'on a retrouvé, qu'on a changé le cercle un peu de personnes, après on adopte l'idéologie qui va avec, mais c'est jamais l'idéologie qui va driver, parce que très rarement l'idéologie qui va vraiment driver les conversions religieuses. Merci pour cela. François, tu voulais rebondir éventuellement? Bah, il y a pas mal de points peut-être que je voudrais discuter, mais je vois que on est quand même beaucoup dans la salle, donc peut-être que je vais laisser la place aux autres. D'accord, donc si éventuellement on a encore un tout petit peu de temps, je vais t'inviter à effectivement continuer. Cher Gerhard, je pense que tu voulais dire quelque chose. Oui, oui, exactement. Et c'est également le premier point, c'est-à-dire la propagande dans le régime autoritaire. Je n'ai pas compris, vous dites que la propagande dans le nazisme se référait surtout à des préjugés existants. Mais est-ce que c'est pas ça, justement? La bonne propagande, c'est de diriger les préjugés existants comme normes objectives. Et c'est ça qu'ils ont très bien réussi. Et jusque dans les années 50, c'est pas seulement l'antisémitisme, c'est la virilité, la race, le militarisme, l'art dégénéré.
et surtout la confiance dans l'autorité. Mais ça reste jusqu'à aujourd'hui. Et que l'université est ouverte aux étudiants, les bibliothèques sont clés parce qu'un étudiant allemand, il vole pas un livre. C'est ça, cette propagande de la race qui est très bien restée. D'ailleurs, évidemment, c'est les implicites, le tacite, ça, c'est difficile à dénicher. Ça, c'est l'art de la propagande. Donc, à mon avis, là, vous avez complètement raté. Sinon, je suis avec beaucoup d'accord, mais là, ça avait raté. Quelle est votre définition de la propagande alors? Bah, donc, en effet, je suis d'accord avec vous que la propagande peut avoir pas mal d'effets. Là, je m'intéressais au fait de persuader les gens, en fait, d'essayer de les convaincre, de faire changer les gens d'avis sur quelque chose. Donc, par exemple, les faire accepter que des croyances extrêmement viles vis-à-vis des Juifs, par exemple, sont vraies. Et voilà, c'est ça qui n'a pas l'air de marcher. Après, la propagande peut Changer en effet d'avis, avoir... mais changer d'avis, c'est seulement, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire il faut avoir un départ. Et le départ est déjà, il faut déjà une direction pour changer d'avis. Évidemment, si vous dites changer d'avis là complètement à 100%, c'est peu intéressant. Ce qui est intéressant dans la propagande, c'est de mettre des préjugés comme norme, objective, à mon avis. Et Alors, en effet, donc, un des effets de la propagande, enfin, c'est il y a au ça. moins deux effets qui peuvent être intéressants. Un qui peut être que les gens se rendent compte, donc ça ouvre la parole. C'est-à-dire que les gens, peut-être, il y a beaucoup de gens qui étaient antisémites, mais c'était moins publiquement admissible d'être antisémite avant le barrage de propagande nazie. Donc les gens se rendent, enfin, dans Oui, les régions où il y avait beaucoup d'antisémitisme, les gens ont comme ça pu s'ouvrir. En fait, ça résout un problème d'ignorance pluraliste dans lequel les gens ne se rendent oui. pas compte qu'ils sont d'accord les uns avec les autres. Donc là, c'est pas nouveau, c'est pas de la conviction, parce que c'est vrai, en fait, les gens étaient déjà d'accord les uns avec les autres, juste ils s'en rendaient pas compte. Donc c'est pas un processus de persuasion, en fait. Et dans des cas, d'ailleurs, dans des cas où si les gens étaient d'accord sur quelque chose qui est bien, et le fait qu'ils se rendent compte qu'ils sont d'accord les uns avec les autres est une bonne chose. Donc c'est pas, le processus en soi est pas nécessairement mauvais. Et c'est pas de la persuasion. C'est plus apporter une information qui est vraie aux gens, en fait. Et l'autre mécanisme qui consiste aussi à apporter des informations vraies, enfin, il y en a au moins deux. Un qui consiste à dire aux gens, bah, regardez, si vous faites des choses antisémites, vous n'allez pas être punis, vous allez même potentiellement être récompensés, ce qui était vrai. Et donc, en effet, les gens, après, ont agi sur la base de cette croyance vraie qu'on leur a transmise. C'est comme si on change les lois. En fait, si on dit aux gens, maintenant, personne ne va vous punir si vous volez une voiture, bah, forcément, il y aura plus de vols de voitures, mais ce n'est pas vraiment de la persuasion. Euh, euh, et la troisième effet, c'est de montrer que le pouvoir est fort. Et en effet, si un pouvoir est en mesure de complètement inonder les ondes, d'inonder les journaux avec sa propagande, ça veut dire qu'il a des moyens énormes. Et ça aussi, c'est un message honnête, en fait. Donc les gens qui se rendent compte que le pouvoir est fort et du coup ils ont intérêt à plutôt lui obéir, ont raison de faire ça. Donc il y a aucun moment, en fait, où la propagande va transmettre des informations, va persuader les gens d'informations fausses, mais ça permet de mettre en lumière des choses qui sont vraies et qui peuvent être mauvaises. Mais ça n'empêche pas qu'il n'y a pas, il y a pas une, il y a pas un moment où les gens sont convaincus d'accepter des choses fausses par le biais de la propagande. Merci pour cet échange, mais je pense que cette question de la propagande, effectivement, va frustrer d'autres personnes, étant donné des réactions que j'ai eues par ailleurs. Parce que voilà, c'est un défi que vous posez en formulant les choses ainsi. Et je pense qu'il aurait été peut-être intéressant, effectivement, de faire entrer ici Anna Arendt, que je cite vraiment très rarement, mais la manière dont elle a essayé, elle va dans votre sens finalement, c'est-à-dire le fait que vous avez suggéré que dans le régime totalitaire, ce qui se passe, c'est que l'uniformité de l'information fait que, voilà, il y a une situation assez particulière qui est créée. Anna Arendt ajoute à cela que l'homme qui est créé par le totalitarisme, c'est un homme qui ne peut pas être jugé selon des standards ordinaires, tout simplement, étant donné euh, la situation de la peur constante dans laquelle il se trouve. Chers camarades, donc de nouveau, je vous invite à lever la main si vous souhaitez intervenir. J'ai vu, parce que là, j'ai envie en fait de lire des choses qui ont été dites sur le chat, même si je vois que Cyril lève la patte. Cher Cyril, donc, je te donne la parole d'ici 3 secondes. Je donne
de façon indirecte la parole à Claude qui nous demande que, ouais, compte tenu de ces éléments très intéressants et connus des publicitaires, pourquoi sommes-nous de plus en plus sollicités par les publicités sur la télé, réseaux sociaux, etc. D'une part, il y a Abdoulaye qui nous pose une autre question. C'est en effet beaucoup d'espoir. Y a-t-il alors des conséquences pratiques qu'on peut en tirer sur un plan politique et social? Et concernant Je vais peut-être y répondre une à une parce que non, ouais, mais ouais, en fait, il ouais. savait que Béatrice nous pose la question sur Internet aussi. Donc, comment expliquez-vous le rôle des influenceurs dans notre société numérique? Surtout, comment expliquer voilà, ceux qui pensent que la Terre est plate et des choses comme ça. Et Alors, je... donc, merci pour toutes ces questions qui sont toutes très bonnes. Donc, la première, en effet, c'est un grand classique de si la pub, ça marche aussi mal, pourquoi s'il y en a autant? Euh, D'une part, le fait que ça marche mal, marche beaucoup moins que ce qu'on peut penser, ne veut pas dire que le retour sur investissement est nécessairement négatif. Dans le sens où parfois, en fait, la pub peut être tellement peu chère que même si elle a des effets extrêmement modestes, ça peut quand même être rentable d'en faire. Euh, mais il y a aussi le fait, et il y a des gens qui ont vraiment considéré ça sérieusement, euh, qu'en fait, c'est pas les gens continuent à avoir l'intuition que la pub marche, et c'est vrai, y compris des chefs d'entreprise, par exemple, des gens qui peuvent prendre ce genre de décisions dans les entreprises. Et les publicitaires ont vraiment intérêt à ce que tout le monde continue à croire ça, bien entendu. Et donc, c'est possible qu'il y ait beaucoup d'argent qui soit dépensé parce que, un peu comme c'est un peu de la saignée, si vous voulez, quoi. Les gens pensent que ça marche, et du coup, ils vont dépenser de l'argent pour en faire, mais en fait, juste, ça marche pas très bien. Et il y a même quelqu'un, dont le nom m'échappe, qui avait écrit un livre qui s'inquiétait un peu du devenir d'Internet, dans le sens où si, avec le fait qu'on a de plus en plus de données sur l'efficacité de la pub en ligne, euh, si les gens se rendaient compte vraiment de à quel point la pub est inefficace en ligne, ben, en fait, il n'y a plus d'Internet, en gros, parce que tous les sites Internet gratuits sont financés par la pub. Et donc, c'est un vrai risque quelque part. Euh, mais voilà, à nouveau, enfin, c'est aussi possible que même si la pub a globalement des effets extrêmement limités, il soit suffisant pour justifier l'investissement dans la pub. Alors, la question d'après, il y a beaucoup d'espoir. Alors oui, en effet, c'est vrai que moi, je présente ça d'une manière positive en disant, bah, regardez, les gens sont beaucoup moins crédules que ce qu'on pense. Le pendant un peu plus négatif de ça, c'est que les gens sont aussi un peu conservateurs quand il s'agit d'informations justes. En fait, là, enfin, il a fallu 40 ans pour créer un espèce de semi-consensus sur le fait qu'il y a le réchauffement climatique et que c'est les hommes qui le font. À chaque nouvelle maladie, il faut vraiment convaincre les gens à nouveau qu'il faut se faire vacciner. Donc, il y a cette résistance, malheureusement, elle ne s'applique pas que à des informations fausses ou dommageables. Donc voilà, il y a un peu une question de verre à moitié plein ou à moitié vide. Je pense que c'est mieux que les gens soient globalement plus méfiants, parce que sinon on sera vraiment dans la mouise. Mais ça n'empêche pas qu'il y a il y a des coûts très clairs en fait, à ce que ce soit le cas. Et du coup, en termes de conséquences pratiques sur le plan politique et social, euh, bah, ça veut dire que si, en tout cas, si vous voulez essayer de convaincre plein de gens, bon, ça va être très difficile. Il faut vraiment, enfin, il n'y a pas de, il y a pas de, il y a pas de cheat code, quoi. Il y a pas de méthode, il faut pas tricher, quoi. Il faut vraiment essayer de gagner la confiance des gens en faisant des choses qui sont bonnes pour eux. Il faut trouver des bons arguments. Et c'est juste ça, avec beaucoup de temps et beaucoup d'efforts et sur le long terme, qui va réussir à créer des changements d'opinion significatifs. En fait, il y a juste pas il y a pas de raccourci. Euh, euh, le rôle des influenceurs. Les influenceurs, globalement, ils donnent aux gens ce que les gens ont envie d'avoir, en fait. Donc, il y a une demande pour certains types de produits. Euh, et puis, bah, les influenceurs vont orienter vers un produit ou vers une autre. Euh, et voilà, c'est pas, avant les influenceurs, les femmes voulaient s'acheter du maquillage, les hommes voulaient s'acheter des voitures de sport. Euh, c'est juste, en effet, maintenant, on se tourne peut-être vers d'autres sources pour savoir quelle voiture de sport acheter ou quel maquillage acheter. Mais le principe fondamental n'a pas été n'a pas été énormément influencé par ces développements. Les gens qui pensent que la Terre est plate, c'est une bonne question. Heureusement, ils sont très, très peu nombreux. Euh, j'ai des théories là-dessus. Euh, et c'est possible qu'en fait, dans certains cas, il y a des croyances qui sont tellement absurdes, enfin, qui vont tellement à l'encontre de ce que pense quasiment tout le monde, qu'elles peuvent être utilisées à rassembler, pour créer un peu un groupe assez uni. Dans le sens où si vous êtes platiste, donc si vous pensez que la Terre est plate,
vous avez coupé les ponts avec le reste de la société parce que enfin, c'est un peu dur de s'intégrer socialement si on dit à tout le monde qu'on pense que la Terre est plate. Et du coup, ça envoie un signal fort aux autres personnes qui disent, enfin, qui pensent que la Terre est plate, que vous êtes un allié fiable. Et du coup, en fait, une manière d'expliquer peut-être ces croyances extrêmes et que la plupart des gens pensent absurdes, comme les croyances que la Terre est plate, euh, parce qu'elles permettent aux gens de trouver, de créer des communautés dans lesquelles ils se sentent bien potentiellement. Ils ont peut-être un statut plus important que celui qu'ils avaient dans le reste de la société, parce qu'ils envoient un signal fiable que voilà, qu'ils peuvent être unis les uns avec les autres. Juste la dernière de cette question-là, le retour de Trump. Non, le retour de Trump, malheureusement, c'est pas la preuve d'une manipulation de masse. En fait, il y a juste plein de gens qui l'aiment bien. Il y a plein de gens qui sont d'accord avec lui. Il y a plein de gens qui ont des idées qui sont contre l'avortement, qui veulent qu'il y ait moins d'immigrés. Et ils disent que les gens veulent l'entendre, en fait. C'est un démagogue complètement classique. Euh, donc, c'est pas le problème, c'est les gens, en fait. Enfin, c'est pas, je dis pas que c'est. C'est pas qu'ils sont pas manipulés, ils n'ont pas été brainwashés. En fait, il y a des gens qui ont des opinions différentes des nôtres. Il faut juste accepter ce fait-là et essayer de les convaincre patiemment, petit à petit, ouais, de trouver des choses. Mais c'est pas juste parce qu'ils ont tourné, ils ont allumé Fox News qu'ils se sont mis à être racistes. Merci pour toutes ces réponses. Donc, je donne la parole à Cyril. Merci pour la conférence, c'était très stimulant. Euh, Merci. J'avais une question qui était, ce qui m'a un peu gêné dans la présentation, c'est que vous traitez un petit peu toutes les croyances de la même façon, alors qu'il me semble quand même que elles sont associées, enfin elles ont des statuts qui sont potentiellement différents. Par exemple, il y en a qui sont très fortement associés à des normes morales qui sont là. Il y en a d'autres qui peuvent être extrêmement bien ancrées. Voilà, enfin, donc la pub d'un côté, le totalitarisme de l'autre. Donc ça, c'est la première question. Est-ce qu'on peut vraiment les traiter toutes de la même façon? Et sinon, bah, du coup, il faut essayer de voir quels peuvent être les facteurs qui ont une influence. Et dans l'image que vous nous donnez à la fin, en fait, nous ne sommes pas crédules. En fait, il y a la thèse, enfin, ça peut aller dans deux directions différentes. Ça peut être, d'abord, globalement, on est plutôt, ça fonctionne bien. Donc, nous avons des mécanismes efficaces de vigilance épistémique. Mais ça peut être également, non, non, c'est juste, en fait, on change très, très peu nos croyances. Et en fait, donc, nous ne sommes pas crédules parce que changer de croyance, c'est quelque chose, sauf sur les croyances absolument triviales, euh, qui n'ont aucune importance, qui arrive peu. Donc, du coup, ce serait un petit peu quoi enfin, c'est quoi plutôt l'image que vous voulez donner? Et parce qu'en fait, il y a une autre hypothèse qui est également de dire que, en fait, globalement, la cognition est assez adaptée. Donc, on va changer nos croyances quand c'est un comportement qui est adapté. Et bah, il y a beaucoup de choses qui peuvent faire que ce n'est pas adapté de changer de croyance. Typiquement, quand ça introduit une dissonance cognitive très forte, on ne va pas le faire. Quand effectivement, dissonance cognitive ou quelque chose d'extrêmement désagréable. Alors, juste pour rappeler des résultats qui m'avaient beaucoup frappé, c'était les résultats de Dan, Kahan. Duncan, ouais. Ouais. Enfin, tout ce qu'il raconte quand il explique que globalement, il y a des mécanismes de vigilance épistémique, ça se travaille. C'est plutôt efficace. Donc, globalement, la scientific literacy fait qu'on va changer de façon de plus en plus adapter nos croyances sur le monde, sauf quand ça va directement à l'encontre des croyances qui sont celles de nos groupes sociaux et qui sont extrêmement fortes. Et là, bon, moi, j'ai plus le détail en tête, mais globalement, là, la dissonance cognitive est tellement forte que, en fait, c'est même les scientifiques, qui sont d'excellents scientifiques, hein, qui, quand ça va heurter leurs croyances liées à leur appartenance de leur groupe social, vont utiliser, en fait, les outils cognitifs qu'ils ont pour, justement, trouver des bonnes raisons de ne pas croire ce qui les gêne. Donc, typiquement, sur le changement climatique, effectivement, les scientifiques républicains vont être très, très forts d'utiliser leur éducation et du coup, ça va pas être un mécanisme de vigilance épistémique, ça va juste être un outil au service de ce qui est le plus adapté pour eux de croire, au sens la dissonance cognitive ou la dissonance sociale serait trop forte. Donc voilà, donc c'était aussi une dernière petite question, c'est qu'est-ce que vous pensez de cette théorie un petit peu selon lesquelles en fait on adapte, on change de croyance si c'est globalement rationnel de le faire. Non pas rationnel d'un point de vue épistémique, mais rationnel pour minimiser les coûts dans notre vie.
Alors, donc merci pour cette question. En effet, mon point de vue, c'est un point de vue un peu de psychologue évolutionniste où je pense que on voit ça de manière adaptative. Donc, c'est pas juste pour nous rendre heureux. L'objectif, c'est vraiment d'avoir des croyances. L'objectif primaire des mécanismes de vigilance épistémique, c'est de nous permettre d'avoir des croyances justes sur le monde. Donc, si quelqu'un nous annonce une mauvaise nouvelle, notre première réaction, ça va pas être enfin, si on a des raisons par exemple de lui faire confiance, on va accepter les mauvaises nouvelles, même si ça nous rend extrêmement malheureux. Euh, donc, la dissonance cognitive arrive comme un mécanisme un peu au niveau supérieur, social, fait que si on s'est engagé socialement sur une croyance, sur une position politique, par exemple, le fait de changer d'avis là-dessus peut avoir des coûts sociaux parce on peut éventuellement remettre en cause certaines amitiés, certaines liaisons qu'on peut avoir avec d'autres personnes. Et donc, il va y avoir un compromis entre les coûts sociaux que le changement de croyance peut avoir et le bénéfice épistémique, dans le sens où la nouvelle croyance pourrait être plus juste. Euh, Dans le cas des résultats de Dan Karen en particulier, alors ça, je En ne fait, dis pas que ça arrive jamais. je pensais moins aux Pardon? coûts sociaux qu'aux coûts sociaux qu'à la dissonance cognitive, au sens, quand on appartient à un groupe social, en général, ça va avec un ensemble de croyances qui ont quand même une grande cohérence, qui fait que, bon, c'est pas plutôt pas qu'on va perdre un ami, c'est que globalement, il faut remettre en cause tout un système de croyances, et là, ça peut être très désagréable, beaucoup plus directement que le fait de perdre son ami, quoi. Mais justement, en fait, je pense pas. En fait. Je pense que pour moi, et à nouveau, ce que suggèrent un peu les données un peu comme par exemple, de sociologie de la religion que je mentionnais tout à l'heure, la raison même pour laquelle on n'aime pas la dissonance cognitive et aversive, c'est pour des raisons sociales, en fait. Il n'y a aucune raison cognitive, d'un point de vue purement cognitif, que si on a des raisons de penser qu'une croyance est supérieure à une autre, ben on change d'avis. Imaginez, je sais pas, une souris, si à un moment, pendant toute sa vie, elle pensait qu'il n'y avait pas de chat dans un endroit donné, si à un moment, elle a des indices qui lui laissent penser qu'il y a un chat dans un endroit donné, elle va changer d'avis. Enfin, ce serait absurde de ne pas le faire. Donc, il faut qu'il y ait une raison non épistémique, il faut qu'il y ait un mécanisme adaptatif non épistémique qui fait qu'on puisse avoir, dans certains cas, une résistance au changement d'opinion. Et à mon sens, en effet, c'est des mécanismes sociaux. En fait, il y a des coûts sociaux c'est pas stratégique, c'est pas conscient, mais qu'on intériorise, on anticipe les coûts sociaux du fait de changer d'avis, et ça rend ce changement aversif. Enfin, c'est mon interprétation, hein, c'est pas, dans la tradition de la dissonance cognitive, il y a des gens qui avaient défendu un peu ça, mais ça n'a jamais été vraiment montré, donc c'est la façon dont j'interprète cette littérature, mais ça n'a pas été démontré. Euh, Sur les trucs de Dan Karen, je ne dis pas que ça arrive jamais, mais il me semble que ces résultats en particulier ne répliquent pas. Donc, il y a eu pas mal de travaux qui ont essayé de les répliquer depuis, et il me semble que quasiment tous les travaux montrent qu'en fait, plus les gens sont scientifically literate, plus ils acceptent le réchauffement climatique, etc., quel que soit leur banc politique. Donc voilà, nous, je ne dis pas que ça marche jamais ce qu'il dit, mais ça a l'air d'être beaucoup moins général que ce qu'on avait pu penser à un moment. Euh, donc voilà, globalement, par rapport à, exemple, si on leur rend le big picture, je pense pas que les gens changent jamais d'avis. En fait, je pense que dans la vie de tous les jours, quand on parle à des collègues, quand on parle à des amis, à des gens de notre famille, on change d'avis très très souvent sur des choses qui ont aucune conséquence culturelle. C'est pas des opinions politiques, c'est pas des opinions religieuses, mais ça peut être des choses qui sont importantes pour nous. On peut changer d'avis sur est-ce que quelqu'un est un ami fiable ou pas. On peut changer d'avis sur avec qui on devrait se marier. On peut changer d'avis sur quelle profession on devrait poursuivre. Donc ça peut être des choses très importantes. Mais c'est pas des choses qui ont une répercussion culturelle importante parce que c'est important que pour une personne en particulier. Si. Merci. Super, merci pour tout cela. Deux, trois remarques ou questions du chat et ensuite je donnerai la parole à Paul Zawadzki qui est avec nous et qui voulait poser une petite question de son côté. Donc, nous lisons sous la plume virtuelle d'Alain que les élections se gagnent souvent avec un faible écart. Donc, même si l'influence de la propagande est faible, on peut comprendre que les partis en font parce que précisément, c'est juste marginal. Donc là, il n'y a pas de choses à ajouter, c'est tout à fait juste, semble-t-il. Ensuite, Jérémy nous pose la question de savoir, vous pose la question de savoir s'il existe des modèles, par exemple des choix rationnels en théorie de jeu, qui modélisent les phénomènes dont vous parlez. Le fait d'adopter donc un comportement pas forcément en lien avec la croyance sous-jacente. C'est une bonne question. Il n'y a rien qui me vient à l'esprit, mais c'est bien possible qu'il y ait des gens qui fait ça, parce que c'est pas un domaine. Enfin, l'aspect modélisation, c'est pas quelque chose que je connais très bien. Ouais, non, je sais pas.
Désolé. Donc, on va inviter éventuellement Jérémy à vous écrire s'il veut en savoir davantage ou à utiliser Google Scholar s'il veut se comporter comme un grand, n'est-ce pas? Cher Paul, si tu veux intervenir, c'est le moment. Oui, j'interviens très brièvement. D'abord pour vous remercier pour votre exposé. En ce qui me concerne, je trouve que l'hypothèse de l'incrédulité est une hypothèse à la fois forte et très stimulante. Et je trouve qu'elle est forte, notamment parce qu'elle approfondit en quelque sorte le mystère ou l'énigme de l'adhésion aux idées douteuses, fragiles ou fausses dont parlait Boudon. Et à partir de là, je trouve qu'on a véritablement quelque chose de substantiel, parce que si d'emblée on est persuadé que les gens suivent simplement des propagandistes, des idéologies, etc., en réalité, on gomme, me semble-t-il, une partie de l'énigme. Comme de mon point de vue, c'est-à-dire à partir d'un point de vue plutôt historien ou historique, la question des croyances au XXe siècle, et notamment de ces croyances devenues folles, qu'on a appelées religion profane, religion séculière, religion politique, etc., est une des questions majeures. Et du coup, j'ai envie de vous demander, puisque vous l'avez suggéré à un certain moment dans votre exposé, j'ai envie de vous demander de quelle façon vous y prenez, vous, pour expliquer l'adhésion enfin, des gens aux idées fausses. C'est-à-dire pourquoi, néanmoins, les croyances fausses se répandent. Je crois que c'est à peu près ce que vous avez dit tout à l'heure. Mais non, tout à fait. Alors, merci pour cette question. Malheureusement, je n'aurai pas le temps d'y répondre parce que la réponse varie complètement d'une croyance fausse à l'autre. En fait, il y a pas de, voilà, il y a une croyance fausse qui va se répandre pour une raison donnée, une autre pour une autre raison. Mais la réponse générale, c'est que, enfin, le pattern général qui va permettre d'expliquer ensuite chaque croyance fausse, c'est que l'esprit humain est fait de telle manière que, en gros, voilà, globalement, les gens ont plus ou moins tous le même esprit. Et quand on les met dans des conditions similaires, ils vont avoir tendance à réagir d'une manière similaire. Et ça va faire qu'ils vont avoir une propension à accepter certaines croyances fausses de manière similaire. Donc, par exemple, euh, voilà, il y a, pour des raisons, vu la façon dont l'esprit humain est fait en lien avec la façon dont il pense aux coalitions, c'est dur de faire que tout le monde s'entende partout tout le temps. Euh, donc souvent, on va avoir des groupes qui se cohabitent, qui vivent pas très loin les uns des autres, mais qui s'entendent pas forcément très bien. Et quand c'est le cas, en fait, donc ça, dans plein de cultures différentes, bien entendu, on observe ça. Et en fait, souvent, il va y avoir des conflits. Et quand la majorité essaie de s'en prendre à la minorité va essayer de trouver des excuses en accusant la minorité d'atrocités diverses. Donc voilà, ça va être ils empoisonnent les puits, ils tuent nos bébés, etc. Et en fait, et on voit que c'est une conséquence assez naturelle, malheureusement, de la façon dont l'esprit humain fonctionne. C'est-à-dire, quand on met les gens dans ces conditions-là, quelle que soit leur culture, quelle que soit la période historique, quel que soit le pays dans lequel ils se trouvent, ils vont réinventer les mêmes mythes, les mêmes atrocités dont ils vont accuser l'autre côté. Si tu voulais rebondir, Paul, vas-y, rapidement. Ouais, est-ce que je peux juste dire quelque chose à propos des conditions similaires euh, euh, par rapport à l'expérience historique du XXe, encore une fois, pas tellement, vous voyez, des situations médiévales ou des situations Mhm. qui auraient pour cadre des sociétés traditionnelles plus ou moins unanimistes, mais précisément le XXe siècle. Au fond, ce sont des sociétés qui sont très divisées, y compris en termes de croyances, d'idéologie, de perspectives, etc. Et ce qui est fascinant, c'est tout de même et véritablement mystérieux, c'est que effectivement des idées ou des mythologies politiques folles se répandent d'un côté, elles ne sont pas unanimes. Elles ne sont jamais unanimes. D'ailleurs, si elles l'avaient été, je pense que le rôle, enfin, la terreur ou la répression policière n'aurait pas été à ce point nécessaire. Je m'interroge sur ces conditions Oui, 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 non, similaires. tout à fait. Ouais. Non, non, vous avez raison. C'est-à-dire que là, je faisais l'argument qu'en effet, il y a un fond commun à la façon dont l'esprit humain fonctionne, ce qui fait que dans certaines circonstances, on va retrouver les mêmes patterns. Et vous avez aussi raison, bien entendu, il y a aussi une diversité qui est liée au fait que voilà, on grandit dans des environnements différents, on a des gènes différents. Euh, et en fait, bon, il y a des gens qui travaillent là-dessus, qui essaient de comprendre pourquoi est-ce que dans quasiment tous les pays du monde, on va retrouver en gros des divisions politiques très similaires
Donc non seulement il y a un niveau méta, en fait, il y a une similarité dans le sens où il y a des idées de droite, des idées de gauche qui sont assez similaires dans tous les pays et qui ont évolué de manière partiellement indépendante. Donc à ce niveau-là, il y a une similarité. Mais en effet, au sein de chaque pays, il y a des différences. Et ces différences sont liées au fait que bah, forcément, quand on est riche ou pauvre, on va avoir tendance à accepter des idées différentes en fonction de nos conditions matérielles. Et il y a des différences probablement qui sont liées à des facteurs plus profonds, qui sont liés à des différences génétiques, à des différences dans l'environnement précoce, qui font que les gens ont naturellement plus d'appétence pour certains types d'idées que d'autres. Super, merci beaucoup pour cet échange, très intéressant. Donc, j'avais une question sur le chat concernant, par exemple, votre position vis-à-vis des hypothèses de Victor Klemperer, effectivement, qui pense que l'influence l'influence supposée. Donc, comme vous savez, il dit la propagande, il est d'accord avec vous en disant que la propagande ne marche pas si bien, la propagande straightforward avec des idées qui sont imposées de façon directe. Néanmoins, des mini-changements linguistiques changent la perspective et ces mini-changements mettent les gens en fait, imposent aux gens un regard différent. Et ça fonctionne beaucoup mieux que la propagande au sens ordinaire. Donc, quelle est votre position vis-à-vis de ce que propose Klemperer? Alors, malheureusement, je ne connais pas assez bien cette position pour la critiquer, pour avoir une opinion forte en tout cas dessus. Là, je ne vois pas très bien ce qu'il a en tête, en fait, malheureusement, donc je ne sais pas. D'accord, mais en tout cas, effectivement, cette question qui est posée ici par Olivier me paraît excessivement pertinente parce qu'elle correspond à mes intuitions, effectivement, où j'ai l'impression que dans la publicité et dans la propagande, ce qui marche mieux que le message direct, c'est la création des univers, création des univers désirables et non pas des produits. Et ça, c'est quelque chose que j'ai l'impression a été compris pour la première fois par Edward Bernays et ensuite est exploité jusqu'à aujourd'hui. Mais Bernays, je veux dire, il a vraiment été en rupture avec la publicité classique qui mettait en évidence justement un joli produit avec une jolie femme à côté. Lui, il vendait l'ambiance, il vendait des idées associées au produit. Et j'ai l'impression que c'est quelque chose c'est le même type de processus qu'on pourrait trouver dans les hypothèses de Klemperer. Mais bon, ça, c'est à explorer dans d'autres circonstances. Peut-être on pourrait d'ailleurs faire un mini-exposé sur le travail de Klemperer. Je pense que ce serait tout à fait intéressant. OK, donc c'est Sarah, mon ancienne étudiante il y a quelques années, qui nous pose la question suivante. Pour reprendre le titre de votre présentation, d'où nous vient cette croyance précise de la crédulité des gens? Et cette croyance selon laquelle les autres, plus que nous-mêmes étrangement, seraient facilement influençables. Est-ce que cette croyance ne mène pas justement à des réactions tangibles, notamment dans les champs politiques? Ah, c'est une excellente question. Euh, En effet, c'est marrant parce que je fais tout un truc sur la crédulité en disant que les gens, ils ont tort de penser que les autres sont crédules et du coup, ils seraient un peu métacrédules en fait. Ils seraient crédules sur la crédulité des autres. Euh, et en effet, vous avez aussi raison de pointer qu'il y a une asymétrie et ça, c'est quelque chose qui a été beaucoup étudié dans les gens qui étudient les médias. Il y a ce qu'ils appellent le third person effect en fait. Donc, on pense que les autres sont crédules mais que nous, on n'est pas crédules. Euh, Enfin, ça, c'est vrai vis-à-vis des informations qui sont perçues comme négatives. Mais par contre, pour les informations positives, par exemple, les campagnes, les campagnes sur la santé, là, c'est les autres qui ne sont pas crédules et nous, on les accepte mieux. Donc voilà, les gens, ils se voient toujours mieux que les autres. Alors, je pense que cette idée que les autres sont crédules a plusieurs origines. Ça dépend un peu des domaines dans lesquels on se pose. Je pense qu'en politique, et ça revient un petit peu à la question que quelqu'un avait posée sur Trump précédemment, je pense qu'en politique, il y a un côté quasiment réconfortant à se dire qu'en fait, plutôt que de se dire, ouais, il y a une grande partie de la population qui a des idées que je trouve moralement vraiment douteuses, voire même aberrantes, euh, plutôt que de se dire ça, vraiment, il y a des gens qui ont vraiment profondément des préférences différentes des miennes. Se dire, mais en fait, ils ont tous été brainwashés ils ont tous suivi du lavage de cerveau des tabloïds, des chaînes télé, des démagogues. On se dit, bon, bah, c'est plus facile à résoudre, en fait. Du coup, si on retire Trump, si on retire Fox News, si on retire The Sun, du coup, tout le monde va penser la bonne chose. Donc voilà, c'est plus facile, quelque part, de penser ça que de se dire, bah non, vraiment, il y a des différences vraiment significatives entre les préférences des membres du public. Euh,
Il y a aussi, en fait, historiquement, le fait d'accuser les gens de crédulité a servi à des intérêts politiques à la fois pendant longtemps de la droite, mais aussi un peu de la gauche. De la droite, évidemment, parce que ça permet de justifier le fait de s'arroger le pouvoir, de limiter le pouvoir à un petit nombre de personnes. Donc, bah, bon, le public est idiot, le public est crédule, donc les masses sont crédules, les ouvriers sont crédules, les femmes sont crédules. Du coup, il ne faut surtout pas les laisser voter, il ne faut pas leur donner de pouvoir parce que sinon ils vont élire des démagogues qui vont faire des choses qui sont mauvaises pour la population. Et donc ça, c'est quelque chose qu'on trouve déjà chez les philosophes grecs jusqu'à maintenant. Et l'argument de gauche, c'est plutôt un argument de dire, bon, bah, la population est exploitée, et malgré ça, elle ne se révolte pas. Et pourquoi elle ne se révolte pas? C'est parce qu'elle a imbibé l'idéologie dominante. Et donc le fait de réconcilier, le fait de dire, voilà, la population est horriblement exploitée par les capitalistes, par les bourgeois. Enfin là, je fais ça vraiment à gros coups, hein, mais avec le fait que dans la majorité des cas, la population ne se révolte pas, bah, on réconcilie ça en disant bah non, c'est parce qu'ils ont, voilà, ils ont accepté l'idéologie dominante. Et c'est pour ça. Alors, ce qui est pas du tout vrai. Il y a beaucoup de travail, comme le travail de Scott sur la résistance passive, enfin, sur le fait que les gens, en fait, ils prétendent accepter parce que comme ça, ils peuvent se faire bien voir, mais ils n'acceptent pas du tout ça. Mais donc voilà, il y a des raisons idéologiques un peu des deux côtés. Tout le monde est d'accord pour que ça les arrange de penser que les gens sont crédules en général. Euh, et il y a aussi, après, si on regarde des cas plus ponctuels, euh, enfin non, je vais m'arrêter là parce que je parle trop déjà. Voilà, enfin, je pense que c'est pas mal de ça qui se passe. Mhm, super intéressant, merci beaucoup. Il y a une question sur le chat que je voudrais poser, mais je ne comprends pas exactement tous les tenants et aboutissants des NM. J'ai l'impression qu'il s'agit de comprendre votre attitude vis-à-vis des théories des biais cognitifs, mais je ne suis pas certaine qu'il s'agit de ça, mais peut-être c'est une occasion de très rapidement esquisser votre position vis-à-vis voilà, de Daniel Kahneman ou des choses comme ça. Alors, bon, je ne veux pas parler des biais cognitifs en général parce que c'est peut-être un peu trop large, mais en particulier dans le cas de la crédulité, Kahneman, en fait, avait repris à son compte une théorie qui avait été développée par le psychologue américain Dan Gilbert, selon laquelle les gens seraient naturellement crédules, et en fait, c'est qu'en faisant des efforts qu'ils deviendraient sceptiques. Donc, notre première réaction quand on rencontre des informations, ce serait d'accepter tout ce qu'on nous dit, et ensuite, si on fait vraiment un effort mental, là, on peut le rejeter. Et ça, en fait, cette position-là, en particulier, elle est vraiment à l'opposé complet de la réalité. Et la réalité, c'est que par défaut, on est extrêmement sceptique et on a tendance à tout rejeter ce qui ne colle pas avec nos croyances. Et qu'au contraire, c'est que si on fait un effort, si on essaie vraiment de comprendre les arguments de l'autre, peut-être de se mettre à sa place, que du coup, là, on va accepter plus d'informations. Et on voit ça, par exemple, dans les échecs retentissants du lavage de cerveau. Donc c'est ça l'idée du lavage de cerveau, c'est de dire on va empêcher les gens de réfléchir, on va les affamer, on va les priver de sommeil, on va les traiter de manière horrible pour qu'ils puissent plus réfléchir. Et quand ils sont dans cet état complètement apathique, on va leur asséner, on va leur répéter des mantras communistes ou n'importe quoi. Et du coup, ils vont l'accepter parce qu'ils sont incapables de se défendre. Et en fait, ce qu'on observe, c'est que ça marche absolument pas. Il y a vraiment littéralement zéro personne qui ont été convaincues. Parce qu'en fait, si on veut convaincre les gens d'idées nouvelles, il faut au contraire, il faut les faire raisonner, il faut développer de la confiance. Il faut faire l'inverse de ce que suggérerait cette vision où les gens seraient naturellement crédules. Formidable, merci beaucoup. Donc, cher Cyril, c'est à toi. Et si tu peux allumer ta caméra, ce serait top. Merci. Oui, merci Nogo, je trouve ça absolument passionnant. Le problème, c'est que dès que je discute avec un psychologue, je sais plus trop quoi penser. Et voilà. En fait, donc, ma question, c'était, du coup, les croyances, c'est quelque chose qui se joue à un niveau profond ou pas? Parce que typiquement, pour l'explication de la saignée, donc ce que vous avez dit, c'était que c'était plutôt une question de mécanisme cognitif universel qui faisait qu'il y avait cette croyance. Donc là, on est en train de se dire, donc si je comprends bien, c'est quand même des mécanismes pas très conscients et qui pilotent quand même nos croyances. Et du coup, ça voudrait dire, bah, du coup, peut-être que l'espace des raisons, ça sert pas à grand-chose. Hein. C'est juste toujours des raisons d'avocat a posteriori. Et du coup, mais ensuite, vous dites par ailleurs que globalement, ça marche plutôt bien. Donc, si je comprends bien, c'est qu'on aurait des mécanismes cognitifs assez profonds qui seraient plutôt efficaces pour développer les Alors, bonnes croyances. c'est une très bonne question. Pardon, donc ça, c'est mon autre cheval de bataille, en effet, ce qu'a mentionné Anna tout à l'heure la fonction du raisonnement. Moi, je pense qu'en effet, quand on produit des raisons, c'est parce qu'on a des croyances ou des décisions auxquelles on est arrivé
par des moyens complètement inconscients. Voilà, on a des intuitions sur quel produit acheter, sur quel candidat préférer. Et ensuite, on va donner des raisons aux autres qui vont justifier, qui vont défendre ces croyances-là. Mais les autres, eux, vont être capables d'évaluer ces raisons. Et si les raisons sont bonnes, ils vont changer d'avis. Si les raisons sont pas bonnes, ils vont pas changer d'avis. Donc il y a, autant quand on est producteur de raison, on n'est pas du tout objectif. En fait, juste on prend pour acquis qu'on a raison, sans vouloir faire de jeu de mots, et on va défendre juste notre point de vue. Et quand on évalue les raisons des autres, en tout cas dans un contexte, voilà, quand on n'est pas en train de faire un débat politique à la télé, on va être beaucoup plus objectif. Et si les raisons sont bonnes, bah voilà, on accepte avoir eu tort. Et donc c'est là où ça, malgré cet aspect un peu, en effet, de raisonner comme des avocats, on est aussi juge en fait. Quand on a une discussion dans un contexte de bonne foi, on échange, être à la fois avocat quand c'est nous qui parlons et juge quand on est l'autre. Et là, on a ce rôle plus objectif. Donc c'est pour ça que ça marche bien dans l'ensemble. D'accord, mais alors du coup, le truc de la CENI, en fait, c'est juste qu'on a des mécanismes qui globalement marchent bien, et là, c'est les 10% de cas où ça Alors marche c'est pas. compliqué, non, c'est une bonne question. Là, enfin, c'est compliqué. Alors, je vais pas essayer d'expliquer là la théorie que j'ai et qui n'est pas vraiment prouvée sur pourquoi les gens trouvent la CENI attirante. Euh, mais en effet, dans les cas dans lesquels c'est dur de convaincre les gens que ça marche pas, et il y a pas beaucoup de gens qui ont essayé, en fait, jusqu'au 19e, en fait, il y a juste pas beaucoup de gens qui ont juste essayé de faire l'argument que la saignée ne marchait pas. Et en fait, c'est un argument qui est très dur à faire pour des raisons statistiques, en fait, parce que c'est très dur si on ne fait pas un échec clinique randomisé à grande échelle, en fait, c'est dur de savoir si ça marche ou pas. C'est-à-dire que le problème de la plupart des thérapies, de manière générale, des thérapies comme la saignée qui n'ont pas vraiment d'efficacité réelle, c'est que les gens guérissent dans 99% des cas. Et donc, où les gens sont malades, on leur fait un truc, ils guérissent. Bah, du coup, c'est dur de montrer qu'ils guérissent aussi bien, enfin, ils guérissent pas mieux que si on n'avait rien fait. Euh, donc, c'est pas un argument qui est trivial à faire si on n'a pas une grosse cohorte de participants sous la main, quoi. Super, merci beaucoup pour cela. Et maintenant, c'est un François qui nous a promis un follow-up, donc le voici. Euh, En fait, j'avais un petit follow-up, mais c'était quelque chose que vous avez dit après, en réponse à la question. Enfin, c'était sur en gros l'usage politique de la thèse de la crédulité. Et à un moment, vous avez dit, bon, en fait, c'est une thèse qui est par exemple, aussi utilisée par une partie de la gauche. Disons, quand je sais pas si la gauche dit, les gens dont je défends les intérêts, pourtant ne votent pas pour moi. En fait, j'ai une explication de ça, c'est qu'ils sont crédules, ils sont soumis à l'idéologie dominante. Mais du coup, pour défendre ce discours de gauche, est-ce qu'on pourrait pas dire, mais en fait, c'est parfaitement compatible avec votre thèse de l'incrédulité, parce que votre thèse de l'incrédulité, c'est que les gens ne changent pas facilement d'avis. Et donc, on pourrait tout à fait dire, oui, en fait, effectivement, les gens sont conservateurs, c'est pour ça qu'ils ne sont pas convaincus par les idées de gauche qui sont plutôt nouvelles. Et donc, je me demandais jusqu'à quel point votre thèse de l'incrédulité, telle que vous la comprenez, elle pose vraiment problème à ce discours-là, ou alors peut-être que c'est juste à certaines variétés de ce discours. Non, je suis complètement d'accord, parce que ça pose problème avec le fait que si les gens, on va dire, pour prendre le caricatural, si des fois les gens pauvres vont voter pour des gens de droite qui vont pas faire plus de redistribution, c'est pas parce qu'ils ont été brainwashés par les gens de droite, c'est parce que ces gens de droite reflètent et vont défendre d'autres choses que l'aspect purement économique, avec lesquels certaines personnes pauvres peuvent être d'accord. Euh, mais c'est vrai là où il y a un problème de conviction, c'est qu'il y a un déficit dans le sens où les gens de gauche pourraient leur dire, mais regardez, objectivement, ce serait mieux de voter pour nous, et ils n'arrivent pas à les convaincre. Donc je suis d'accord, en effet, mais du coup, c'est pas un problème de crédulité, c'est un problème de scepticisme, en fait, plutôt. Euh, Ok, et c'était oui. Mais oui, tout à fait, non, vous avez complètement raison. Très bien, bon, ça c'était rapide, c'est parfait. Donc, j'en profite pour poser la dernière question du chat qui a été posée au sujet de bulles informationnelles. Donc, sommes-nous prisonniers des bulles de filtres? Alors, c'est une très bonne question, c'est quelque chose qui a fait beaucoup parler de soi il y a quelques années, qu'on en parle un peu moins maintenant, et à bon escient. En fait, c'est compliqué. Donc, déjà, on est tous homophiles, on préfère les gens comme nous. Et donc, quand on choisit des amis, même quand on choisit dans la mesure où on peut des collègues, etc., on voit bien que les gens autour de nous, on n'a pas envie de se prendre la tête en permanence, donc on a tendance à avoir un peu les mêmes opinions politiques, etc. Et c'est complètement naturel, et il n'y a rien de spécialement néfaste à ça. Donc forcément, cette même tendance se retrouve sur les réseaux sociaux.
Je ne vais pas me mettre à aller faire ami avec que des gens du Front National sur Facebook, ce serait un peu bizarre. Donc on retrouve cette même tendance à l'homophilie sur les réseaux sociaux. Globalement, on est plus exposé à des opinions diverses sur les réseaux sociaux que dans la vie de tous les jours, parce qu'on est juste plus exposé à plus d'opinions, en fait. C'est-à-dire que moi, dans la vie de tous les jours, je vais peut-être voir 10 amis régulièrement. Sur Facebook ou Twitter, je vais suivre des milliers de personnes. Donc forcément, il y a plus d'opinions divergentes, en fait, sur les réseaux sociaux que dans la vraie vie. Donc, cette idée juste que les réseaux sociaux nous enferment dans des bulles, elle est vraie dans le sens où il y a de l'homophilie sur les réseaux sociaux, mais elle est moins importante que dans la vraie vie. Mais en fait, de manière un peu perverse, malheureusement, souvent, l'exposition au point de vue divergent sur les réseaux sociaux se fait d'une manière extrêmement biaisée, qui fait qu'on est surtout exposé aux versions les plus extrêmes des points de vue divergents. Donc l'exemple qui est le mieux étudié, c'est aux États-Unis, et les chercheurs ont montré que globalement, si on est démocrate et qu'on est sur Twitter, on est surtout exposé à des opinions démocrates, et malheureusement, les opinions républicaines, on est exposé sont surtout les versions les plus extrêmes, les plus stupides, les plus moralement discutables qu'on puisse trouver, parce que ce genre de position génère de l'outrage, alors qu'une position complètement moyenne, en fait, tout le monde s'en fiche un peu. Euh, et donc, en fait, on est exposé à des opinions inverses, à des opinions de l'autre côté, mais ces opinions sont extrêmes et ça amène les gens, enfin, ça semble amener les gens à développer une vision fausse des gens de l'autre côté, en fait. On a l'impression, les démocrates, on pense que les républicains sont tous des fascistes, et les républicains pensent que les démocrates sont tous des communistes. Je simplifie un peu, mais les gens ont une vision complètement déformée des gens de l'autre côté, et on pense que les réseaux sociaux peuvent avoir contribué à ça. Donc, c'est pas, le problème, c'est quasiment l'inverse. Le problème, si les démocrates restaient qu'entre eux, ils se rendraient, en fait, ça se passerait pas quelque part. Et quelle est la place, quelle est l'explication que vous donnez? Merci beaucoup pour ça, mais j'en profite pour poser ma petite. Quelle est l'explication que vous donnez de la polarisation actuelle aux États-Unis notamment, c'est-à-dire de l'impossibilité d'avoir un minimum du langage commun? Je dis des États-Unis parce que c'est un cas qui est très étudié, mais c'est quelque chose qui apparaît dans d'autres pays aussi, mais pas dans tous les pays, Ben semble-t-il. non, Donc, exactement, en fait, exactement. C'est pour ça que c'est une bonne question. Alors, donc déjà, donc la polarisation peut prendre plusieurs formes. Euh, En termes de polarisation idéologique, en fait, il y en a très peu. C'est-à-dire que c'est pas vrai que, c'est un tout petit peu vrai à la marge, mais c'est limité, que les démocrates ont des opinions de plus en plus de gauche et que les républicains ont des opinions de plus en plus de droite. Il y a deux choses qui se passent par contre. La première, c'est que les démocrates et les républicains sont de plus en plus consistants. Donc en gros, dans les années 70, par exemple, c'était quasiment impossible donc si vous preniez une opinion politique d'une personne, c'était quasiment impossible de prédire quelles seraient ses autres opinions politiques. Et d'ailleurs, l'organisation de sciences politiques américaine a dit, mais on s'en sort pas, les gens ils sont complètement incohérents, ils peuvent être pro-gun et pro-choice, enfin voilà, c'est le bordel, c'est impossible de faire des partis sur cette base-là. Et maintenant, on a un peu le problème inverse où les gens sont trop cohérents. Et si on est démocrate sur un point, on va être tendance à être démocrate un peu sur tout. Et donc, du coup, peut-être en partie à cause de ce phénomène d'assortiment, euh, il y a une augmentation de ce qu'on appelle la polarisation affective. Donc les gens se détestent, enfin s'aiment de moins en moins. Donc ça, on le voit bien, c'est assez vraiment très clair aux États-Unis. Euh, donc comme vous le disiez, c'est pas vrai partout. Donc ça suggère que c'est pas juste les médias sociaux, les réseaux sociaux, ou Internet, parce qu'il y a une augmentation d'Internet et des réseaux sociaux partout dans le monde. Et pourtant, l'augmentation de la polarisation affective, on observe ça que dans certains endroits. Personne ne sait vraiment ce qui se passe. Ça peut être lié au fait qu'on ait un système politique complètement biparti, ce qui fait que c'est plus facile d'avoir deux catégories très nettes, alors que dans un système comme le système français, où il y a quand même un échiquier politique plus compliqué, c'est plus dur d'être juste un à droite ou juste de gauche. Ça peut être lié au fait qu'il y ait des tensions, il y a eu des tensions raciales pendant très longtemps, ce qui favorise ce genre de vision enfin, bien, toujours existante, bien sûr, ce genre de discours très eux ou nous. Euh, voilà, enfin, il y a plusieurs hypothèses qui ont été avancées, qui sont suggérées partiellement par les données, mais personne n'a une réponse complète, je pense. Ouais, en fait, je voulais juste reprendre la question que j'avais écrite là, sur le chat là. Donc, je voudrais suivre ton conseil et la poser de vive voix. Je voudrais juste savoir, merci au conférencier. Je voudrais juste savoir votre position par rapport, bon, votre position, je la connais plus ou moins déjà, mais je voudrais juste vous savoir votre opinion par rapport aux thèses défendues par Gérald Bronner, le sociologue.
Bah, sur justement la crédulité. bah, je pense qu'on n'est pas d'accord, en fait. Je pense que, bah, je m'entends bien avec, enfin, le peu que je le connais, je m'entends bien avec lui. Et je pense qu'on a plein de points communs en termes de réfléchir à ces questions d'une manière un peu similaire, avec un angle un peu, dans le fond, voilà, s'inspirer de plusieurs disciplines différentes. Voilà, je pense qu'en effet, on arrive à des conclusions un peu différentes. Après, il faudrait prendre un point un peu plus précis pour qu'on puisse discuter de qui a potentiellement raison. Mais en effet, on a un point de vue, une perspective différente sur ces choses-là. Ouais. Enfin, dans une certaine mesure, c'est une question d'emphase, en fait. Mais je pense qu'il y a aussi une différence un peu plus fondamentale. Ouais.